Personne ne t'explique que l'esprit, si tu le laisses libre cours, devient ton pire ennemi. Ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais le poids accumulé de tes propres pensées. La peur, l'anxiété et le stress ne sont pas des visiteurs externes, ce sont des mécanismes internes que nous entraînons sans le vouloir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ce n'est pas facile de l'admettre, mais presque tout ce que tu ressens ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux passer des années à chercher des excuses, à blâmer le travail, ton histoire, les circonstances. Mais la vérité est brutale. Tu continues à souffrir parce que tu ne prends pas la responsabilité de ton filtre mental. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle de ton esprit est la seule vraie liberté que tu as. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu deviens esclave de n'importe quelle nouvelle, de n'importe quel message, de n'importe quel regard d'autrui. La bonne nouvelle, c'est que personne ne naît avec du caractère, cela se forge. La sérénité est une discipline, pas un cadeau. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu peux entraîner chaque jour pour transformer ta relation avec l'anxiété et la peur. Je ne promets pas de formule magique ni de raccourcis faciles, juste des pratiques qui ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnent. La souffrance ne s'élimine pas, elle se transforme en clarté. Ton esprit peut être ta prison ou ton meilleur outil. Décide de quel côté tu te bats. 1. Remets en question chaque pensée avant de la croire. La plupart de tes pensées sont des déchets recyclés et tu le sais. Ce qui traverse ton esprit n'est pas la voie de la vérité, c'est juste la somme de répétitions, de peurs héritées et de phrases que tu t'es lancées sans réfléchir des années auparavant, maintenant déguisées en certitude. Si tu crois chaque pensée simplement parce qu'elle apparaît dans ta tête, tu choisis de vivre comme un esclave d'une machine automatique qui ne fait pas la distinction entre fait et fiction. La douleur authentique est inévitable, mais la plupart de la souffrance est fabriquée en interne, parce que tu avales n'importe quelle phrase mentale sans filtre. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas spécial. À tout nous viennent des pensées irrationnelles. Mais la différence réside dans ceux qui les remettent en question et ceux qui se laissent entraîner par elles jusqu'au fond. L'esprit n'est pas un juge impartial, c'est un fabricant d'histoires, la plupart étant distordues. Et si tu ne lèves pas un mur critique entre ce que tu penses et ce que tu crois, tu vas devenir complice de ton propre auto-sabotage. C'est le premier entraînement que demande le stoïcisme. Ne pas accepter comme vérité automatique quoi que ce soit que tu n'as pas examiné en profondeur. Ne te trompe pas. Remettre en question tes pensées n'est pas un exercice de développement personnel léger. C'est une nécessité vitale si tu veux vraiment cesser de vivre piégé dans la peur ou l'anxiété. Lorsque tu laisses chaque pensée passer directement à ton compte émotionnel, tu t'endettes avec des préoccupations qui n'ont jamais existé. Tu te charges de poids fictifs et tu finis par réagir à des menaces qui n'existent que dans ta tête. Veux-tu vraiment continuer à offrir tes jours à des histoires que tu n'as même pas vérifiées? L'esprit a besoin de discipline, pas de câlin. Si tu n'es pas capable de défier tes pensées les plus automatiques, tu seras otage d'elles chaque fois qu'elles apparaîtront. Peu importe combien de livres tu lis ou combien de vidéos tu regardes, si tu n'appliques pas ce filtre critique, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges que toujours. Chaque fois qu'une idée surgit dans ton esprit, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, je ne peux pas gérer cela. Tu as 2 options. L'accepter comme un fait ou l'examiner en profondeur, comme le ferait un stoïque face à son pire adversaire. Demande-toi, quelle preuve réelle soutient cette pensée? Est-elle basée sur des faits ou sur des projections défaitistes? Qui a mis cette idée-là, toi ou la peur accumulée? Chaque réponse honnête est une brique dans la reconstruction de ton caractère. Ne te contente pas de la première version que ton esprit te propose. Tu n'es pas une victime de ce que tu penses, tu es l'architecte de ce que tu crois. Chaque pensée non remise en question est un nouveau masque que tu mets pour éviter l'inconfort de grandir. Abatte ces masques. Arrête de protéger tes limitations comme si c'était des trésors. Prends la responsabilité de ton entraînement mental. Ne te permets pas le confort d'accepter tout par défaut. Le véritable contrôle émotionnel commence lorsque tu remets en question ton propre récit. Il n'y aura pas de sérénité
tant que tu continueras à croire sans filtre. Remets en question, défie, désarme. Si ton esprit te présente des catastrophes, balaie avec des faits, pas avec plus de peur. C'est la différence entre vivre comme un spectateur passif ou comme quelqu'un qui décide. L'esprit t'appartient, mais seulement si tu le maîtrises. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. 2. Prends la responsabilité de ton interprétation interne. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée. Les clés tombent sur la table et, à cet instant même, l'esprit commence à tourner. Tu repasses ce qui s'est mal passé au travail, la phrase que quelqu'un t'a lancée et qui te pique encore, la facture que tu n'as pas pu payer, un message qui n'est jamais arrivé. Le corps est à la maison, mais à l'intérieur, tu es toujours piégé dans un film qui ne s'arrête pas. C'est automatique. Tout contretemps se transforme en une menace amplifiée, tout silence se remplit d'interprétations négatives. Personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu portes déjà l'armure d'anticiper les problèmes. Ce mécanisme ne vient pas de l'extérieur. C'est ta lecture interne qui transforme le quotidien en un fardeau inutile. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'inquiète, presque jamais ce n'est le fait nu. C'est l'interprétation, cette traduction privée de la réalité, que, sans t'en rendre compte, tu décides d'accepter comme la seule version possible. Prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas un simple spectateur de tes pensées, tu es l'éditeur qui décide quelle version de la journée reste. Si tu restes en pilote automatique, chaque frottement insignifiant se transforme en une crise, chaque erreur en une sentence, chaque regard d'autrui en une menace voilée. L'esprit, si tu le laisses sans supervision, fonctionne comme un filtre défectueux qui déforme tout ce qu'il reçoit. Et ce filtre, tu l'as construit au fil des ans, avec tes croyances, tes peurs, tes expériences mal digérées. Chaque fois que tu dramatises un détail, que tu assumes des intentions là où il n'y en a pas, que tu présumes que tout affecte plus que les autres, tu renforces ce filtre et multiplies inutilement le poids que tu portes. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ici, il n'y a pas de victime de la réalité, seulement des responsables de l'interprétation. Le stoïcisme exige une honnêteté brutale. Ce que tu interprètes t'appartient, pas au monde. Le monde n'a pas l'obligation de s'adapter à tes attentes, ni de te protéger des inconforts. Si quelque chose t'irrite, t'angoisse ou te fait peur, commence par observer quelle histoire tu te racontes à ce sujet. Te dis-tu que tu ne devrais jamais te tromper, que le rejet est insupportable, que l'avenir apportera toujours des malheurs? Ces récits ne sont pas dictés par l'univers, c'est toi qui les fabriques et tu peux les changer. Il y a une différence cruciale entre subir un fait et multiplier cette souffrance par des interprétations automatiques. Tu ne gagneras pas en sérénité en accumulant des phrases toutes faites de développement personnel, mais en acceptant que chaque réaction émotionnelle est une conséquence de ta lecture interne, non de la brutalité des faits. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. C'est ça la véritable responsabilité. Cesser de chercher des coupables à l'extérieur et commencer à démanteler cette inertie interne qui te pousse à exagérer, à te victimiser ou à anticiper le pire. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions, tu es l'auteur de ton récit mental. Si tu refuses de reconnaître cela, tu continueras à agir comme si le monde te devait quelque chose, ou comme si ton malaise était inévitable. Mais la vérité est autre. Ton interprétation t'appartient et personne ne peut la changer à ta place. Voici une phrase pour te le rappeler. Porter des interprétations toxiques est une décision, pas une condamnation. Être responsable de ton interprétation interne est le pas le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur. Cela exige que tu cesses de te justifier, que tu arrêtes l'inertie de tes justifications automatiques et que tu te regardes en face sans détour. Je ne te promets pas que ce sera facile ni rapide, mais je te promets que c'est réel. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, mais lorsque tu es capable de questionner, d'ajuster et de choisir ta propre lecture de ce qui se passe. Le monde continuera d'être imparfait. La différence est de savoir si tu choisis de vivre comme un otage de tes interprétations ou comme le maître de ton esprit. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. 3. Affronte de petites peurs chaque jour.
Il faut l'admettre. La plupart d'entre nous préfèrent vivre avec de petites peurs plutôt que de les affronter réellement. Je le dis sans détour, car il est inconfortable de reconnaître que souvent, la peur n'est pas une réaction ponctuelle, mais une habitude enracinée que nous alimentons par l'évasion et la routine. Il est plus facile de rester dans la tranchée de ce que l'on connaît, à négocier avec ses propres limites, que de sortir pour exposer cette insécurité, même si c'est dans quelque chose de minime. Ce mécanisme a sa logique. La peur, en petite dose, ressemble à une alarme tolérable que l'on n'éteint jamais complètement, mais qui ne vous laisse pas avancer non plus. Vous la gardez là, comme une part d'anxiété que vous acceptez de payer quotidiennement pour éviter le risque de ressentir de la honte, du rejet ou de l'inconfort. Mais chaque fois que vous cédez, que vous choisissez de ne pas regarder de front cette peur concrète, répondre à un appel, exprimer une opinion inconfortable, dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous renforcez une structure interne de fragilité. La peur devient partie intégrante de votre mobilier mental et, sans vous en rendre compte, vous commencez à concevoir votre vie autour de ce que vous évitez. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau recherche l'économie émotionnelle. Il préfère ce qui est connu même si cela implique de se résigner à une version réduite de soi-même. Vous ignorez l'invitation, vous reportez la conversation, vous remettez à demain la tâche difficile. Tout cela semble mineur, jusqu'à ce que cela devienne votre norme. C'est un mécanisme automatique. Éviter de petits défis aujourd'hui fabrique de grandes barrières demain. La peur grandit proportionnellement à l'abandon de l'action. Chaque décision d'éviter est un investissement dans l'impuissance future. Personne ne se réveille un jour paralysé par la peur de rien. C'est le résultat accumulé de centaines de micro-abandons quotidiens. L'esprit enregistre. Cela, vous ne l'affrontez pas, donc cela doit être dangereux. Ainsi s'installe le cycle. Vous évitez, vous vous sentez soulagé. Mais la prochaine fois, la peur est plus forte et votre muscle de la confrontation plus faible. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il ne s'agit pas de forcer de grandes prouesses ni de devenir téméraire, mais de comprendre que la seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de l'exposer à la lumière de l'action, même en dose minimale. L'entraînement n'est pas héroïque, il est méthodique. Chaque fois que vous choisissez un petit inconfort plutôt que l'évasion, vous modifiez l'architecture de votre caractère. Ne sous-estimez pas l'effet cumulé d'affronter une petite peur chaque jour. C'est ce qui démantèle l'illusion que la peur est invincible. Vous ne surmonterez pas vos peurs en attendant le moment de vous sentir en sécurité. La sécurité est le résultat, pas la condition préalable. Vous n'agissez avec courage que lorsque vous acceptez que la peur sera là, mais ce ne sera pas elle qui décidera pour vous. Pas besoin de vous jeter dans le vide ni de faire de votre vie un défilé de défis absurdes. L'essentiel est de cesser de donner à la peur l'autorité de définir votre champ d'action. Rester confortable est une dette qui s'accumule. Aujourd'hui, le solde semble insignifiant. Demain, il sera insoutenable. Si vous recherchez la liberté émotionnelle, commencez par le minimum. Envoyez ce message, demandez ce dont vous avez besoin, tolérez le jugement des autres, sans vous justifier. Chaque micro-action est un vote en faveur de votre propre solidité. La peur ne possède que ce que vous n'osez pas regarder. Affronter de petites peurs chaque jour n'est pas une technique. C'est une déclaration d'indépendance. Personne ne va se battre pour vous dans cette bataille. Chaque pas inconfortable est une fracture dans la prison mentale que vous avez vous-même construite. Gagnez votre espace. Grandissez dans le minimum. Parce que le courage ne s'hérite pas, il se cultive. 4. Apprends à vivre avec l'incertitude. Vivre avec l'incertitude ressemble à marcher chaque jour sur un fil tendu qui traverse d'un bâtiment à un autre, mais le fil n'est pas visible. Et en dessous, le vide n'est pas réel, c'est juste la somme de tes projections et de tes peurs accumulées. Les pieds doutent, les muscles se tendent, les mains cherchent une rambarde qui n'existe pas. Chaque pas semble risqué, mais le danger presque toujours est une invention de l'esprit. Le corps réagit. Mâchoire serrée, respiration superficielle, le pouls accéléré comme si l'abîme était tangible. C'est le quotidien de ceux qui ont besoin de garanties avant d'avancer, de ceux qui exigent des certitudes avant de décider,
de ceux qui remettent leur vie à plus tard en attendant que le risque de tomber disparaisse. Mais la vérité est que le fil ne sera jamais stable et le contrôle absolu est un mirage qui n'apporte que de l'usure. L'instinct cherche la sécurité comme on cherche un rocher solide dans une rivière tumultueuse. Mais la vie n'est pas un sol statique. Elle change de forme, de vitesse, de direction. S'accrocher à l'illusion que tout doit être sous contrôle, c'est porter un poids impossible. C'est comme marcher avec une armure qui te promet protection, mais qui en même temps t'immobilise. Tu le vois dans les petits gestes. Cette longue pause avant d'envoyer un message important, le regard fixé sur l'écran en attendant une réponse qui n'arrive pas, le récapitulatif interminable de scénarios dans la tête avant de prendre une décision minimale. Il y a une profonde fatigue à vivre ainsi, comme si chaque mouvement devait être approuvé par une autorité invisible qui ne donne jamais son feu vert. Accepter l'incertitude n'est pas une résignation, c'est une maturité. Cela signifie cesser d'exiger de la vie des garanties qu'elle ne te donnera jamais. Cela nécessite de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, la sensation d'être à la dérive, sans carte définitive. Mais juste là, dans cet espace inconfortable, c'est là que s'entraîne le véritable courage. Car avancer sans certitude est un acte de confiance radicale. Non pas dans l'avenir, mais dans ta propre capacité à t'adapter. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré le fait de ne pas tout avoir clair, tu envoies un message direct à ton esprit. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque variable pour agir. C'est la liberté que le stoïcisme propose. Et elle ne s'obtient pas en lisant de belles phrases, mais en affrontant l'instabilité, les yeux ouverts et le pas ferme. L'anxiété se nourrit de l'obsession du contrôle. Plus tu essayes d'anticiper tout, plus ta marge d'action se réduit. La vie ne s'arrête pas pour attendre ton autorisation. Et si tu refuses d'agir tant que tout n'est pas garanti, tu te condamnes à la paralysie déguisée en prudence. Répète ceci. Il n'y a pas de certitude, mais il y a une décision. Cette phrase est un rappel brutal que la seule chose sûre est ta capacité à choisir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de devenir insensible ni téméraire, juste d'abandonner l'attente enfantine que tout se déroulera selon tes calculs. Personne ne peut te promettre un parcours sans secousse, mais tu peux t'engager à ne pas laisser le doute décider pour toi. La sérénité, au final, n'arrive pas quand tout est prévisible, mais quand tu acceptes que la seule constante est le changement et que ton pouvoir réside dans ta capacité à t'adapter, non à contrôler. L'incertitude ne se supprime pas, elle se navigue. Fais de cette phrase une boussole. Chaque jour que tu tolères de ne pas savoir, que tu avances sans garantie, que tu te permets de ressentir le vertige sans céder à la panique, tu entraînes la partie la plus forte de ton caractère. Ne cherche pas à amortir la vie en l'enveloppant dans du plastique. Ose marcher sur le fil invisible. Car vivre avec l'incertitude n'est pas une condamnation. C'est la preuve que tu es toujours vivant et éveillé. 5. Ancre ton esprit dans le présent. Arrête d'hypothéquer ta vie pour l'avenir. C'est aussi simple que brutal. La plupart des gens vivent comme si le présent n'était qu'une salle d'attente pour quelque chose qui n'arrive jamais, piégés dans une sorte de limbe mentale où tout ce qui est important, urgent et précieux est toujours à quelques pas, jamais ici et maintenant. Je te le dis sans détour. Cette habitude de remettre ta présence à plus tard, de vivre avec le regard suspendu sur ce qui viendra ou sur ce qui est déjà passé, n'est pas innocente. C'est la racine de ton anxiété, de ta peur, de ton insatisfaction chronique. Crois-tu vraiment que tu peux résoudre quoi que ce soit en occupant ton esprit avec des scénarios qui n'existent pas? En fabriquant des inquiétudes comme si c'était un devoir moral? Ne te trompe pas, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une excuse déguisée en prévoyance. L'anxiété est le prix que tu payes pour te refuser à être là où tes pieds se trouvent. Chaque fois que tu te surprends à ressasser de vieilles erreurs ou à projeter des tragédies futures, tu abandonnes le seul terrain solide que tu as, le présent. Il n'y a rien d'héroïque à être toujours distrait. Il n'y a aucun mérite à être le champion de l'anticipation catastrophique, ni de gloire à ressasser de manière obsessive ce qui aurait pu être. Ce que tu fais, en réalité, c'est affaiblir ton caractère
offrir ton énergie à des fantômes et te vider dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le présent est inconfortable, car il exige que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes ce qui est, sans anesthésie ni report. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu préfères la fantaisie d'un avenir contrôlé à la rudesse du réel. Mais cette évasion a un coût. Chaque minute que tu ne vis pas, c'est un morceau de vie qui ne revient pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une discipline de présence sauvage. Il ne s'agit pas de répéter des phrases clichés sur le fait de vivre l'instant présent, mais d'entraîner l'esprit à ne pas fuir. Je te le rends facile. Chaque fois que tu remarques que ta tête s'égare, que le défilé d'hypothèses, de menaces, de choses à faire impossibles commence, stoppe la net, reviens. Oblige-toi à regarder ce que tu as devant toi, même si cela te dérange, même si ce n'est pas idéal. Ta bataille n'est pas contre l'avenir ni contre le passé. Elle est contre le piège de la distraction interne. Chaque seconde où tu retrouves ta présence est une victoire réelle. Ne sous-estime pas ce muscle. Un esprit indiscipliné est un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné dans le présent est un refuge inexpugnable. Ne te permets pas l'excuse facile de dire que c'est comme ça que tu es, que te préoccuper te prépare, que anticiper te protège. Mensonge. La seule chose que tu réussis à faire, c'est de multiplier le poids que tu portes et d'épuiser ta capacité de réponse. Arrête de chercher la paix dans un demain qui n'existe pas et commence à apprivoiser l'inquiétude ici et maintenant. La sérénité n'est pas un cadeau qui arrive quand tout est en ordre, c'est le résultat de ton refus de vivre dans le report éternel. Rends-le inconfortable. Quand l'esprit voudra fuir, tire-le en arrière. Respire, sens ton corps. Observe ce qui est devant toi. Répète jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le présent est ton seul outil. Le reste n'est que fumée. Tu n'es pas victime de tes pensées dispersées. Tu es complice chaque fois que tu choisis de jouer leur jeu. Si tu veux reprendre le contrôle, arrête de négocier avec l'évasion. L'esprit qui ne s'ancre pas dans le présent est un terrain vague. Choisis d'habiter ta vie ou accepte que tu ne feras que la voir passer de loin. 6. Observe tes émotions sans t'identifier. Tu n'es pas tes émotions. C'est la vérité que la plupart rejettent parce qu'elle est inconfortable, voire violente pour l'ego. Tu as grandi en croyant que ce que tu ressens te définit, que si aujourd'hui l'anxiété ou la peur te submerge, alors tu es une personne anxieuse ou craintive. Mais cette identification est le plus invisible et en même temps le plus lourd des boulets que tu traînes chaque jour. Le mécanisme est subtil. Une émotion apparaît, l'esprit la catégorise et sans t'en rendre compte, tu t'appropries cette étiquette comme si c'était ta peau. La colère n'est pas seulement une réaction, elle devient ta personnalité. La tristesse cesse d'être un moment et se transforme en ton histoire principale. Ainsi, tu vis kidnappé par des vagues internes qui, en réalité, n'ont pas de propriétaire, car les émotions ne demandent pas la permission ni ne confirment ton identité avant d'apparaître. Elles surgissent simplement, montent et descendent, comme le pouls ou la respiration. Mais tu t'accroches à elles comme si elles étaient des vérités absolues, et c'est là que tu commences à te perdre. L'esprit, obsédé par le contrôle, veut donner un sens et un nom à tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu ressens de l'inquiétude, ton dialogue interne est immédiat. Je vais mal, c'est insupportable, quelque chose ne va pas chez moi. Tu ne supportes pas l'inconfort de ressentir sans explication. Alors tu fabriques un récit, tu crois à la narration, et l'émotion finit par occuper le centre de ton identité. Voici le piège. Plus tu te définis par ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de la liberté intérieure. Tu confonds le symptôme avec la cause, la réaction avec l'essence. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui éprouve de l'anxiété. Tu n'es pas la peur. Tu es quelqu'un chez qui la peur apparaît et disparaît. Change le verbe, change la vie. Observer tes émotions sans t'identifier à elles est un acte de discipline mentale aussi exigeant que n'importe quel entraînement physique. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à regarder avec distance,
comme celui qui voit passer des voitures depuis le trottoir. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de construire ta maison sur chaque émotion passagère. Quand tu ne mets pas cette distance, chaque montée émotionnelle te submerge, chaque descente te laisse vide, et tu finis par croire que tu es le va-et-vient même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu reconnais. Cela se passe en moi, mais je ne suis pas cela. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Je ne suis pas mon émotion, je suis le témoin. C'est simple à dire, brutalement difficile à soutenir lorsque l'émotion brûle et que l'esprit demande des réponses immédiates. Le stoïcisme ne dit pas de devenir de pierre ni de nier ton expérience interne, mais d'apprendre à reconnaître la différence entre le visiteur et le propriétaire de la maison. Les émotions arrivent, font du bruit, parfois dérangent tout, mais à la fin, aucune ne reste pour toujours. La clé est de refuser de leur donner le pouvoir de définir ce que tu es ou ce que tu feras. Chaque fois que tu t'identifies, tu abandonnes ton autonomie. Chaque fois que tu observes avec distance, tu récupères une partie de ta liberté. Le travail est inconfortable, car il implique de renoncer au confort de la victimisation et d'assumer le contrôle de ton récit interne. Personne ne peut faire ce travail à ta place. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne te lance pas dans des interprétations ni dans des justifications. Arrête-toi. Observe ce qui se passe dans le corps. Nomme l'émotion sans t'en approprier. Ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela est ici maintenant ». C'est là que commence la véritable indépendance émotionnelle. Souviens-toi, les émotions ne gouvernent que celui qui leur remet le trône. Choisis d'être témoin, pas prisonnier. Car la sérénité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas fusionner avec elle. 7. Utilise l'action pour dissoudre l'anxiété. Tu te réveilles et dans les premières minutes, la journée te tend déjà le premier piège. Tu ouvres ton téléphone et lis un message ambigu, ou tu te souviens soudainement de cette tâche que tu n'as pas résolue hier. L'estomac se tend, l'esprit commence à fabriquer des scénarios de problèmes, et la sensation d'inquiétude s'installe sans demander la permission. Tu veux penser à autre chose, mais le malaise est toujours là, accroché comme une alarme que tu ne sais pas éteindre. Ce n'est pas un hasard, l'esprit, lorsqu'il détecte une menace. Réelle ou imaginée, entre en mode analyse infinie, repassant les mêmes pensées et multipliant l'anxiété à chaque tour. Le corps reste immobile, mais à l'intérieur, tu dépenses de l'énergie à anticiper des conséquences qui n'existent pas encore. Voilà comment fonctionne le cycle. L'inquiétude te paralyse, tu cherches du réconfort dans la pensée, et plus tu y penses, plus le poids que tu portes grandit. L'erreur centrale réside dans la stratégie. Essayer de résoudre l'anxiété depuis l'esprit, comme si penser davantage allait te donner du contrôle. Mais ce mécanisme ne fait que renforcer le problème. L'anxiété est une dette émotionnelle qui ne se paye pas par la spéculation, mais par le mouvement. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Il ne suffit pas de comprendre ou d'analyser la peur, il faut agir, même si c'est un pas minime, pour que le cycle se fracture. Chaque fois que tu cèdes à l'inertie de l'inquiétude, tu deviens otage d'un processus mental qui se nourrit de paralysie. La pensée crée le scénario, l'inaction le transforme en réalité. La clé est de rompre cette séquence par une action délibérée, même si l'esprit crie que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de certitude. Observer le mécanisme est fondamental. Lorsque l'anxiété monte, l'esprit cherche des garanties impossibles et reporte toute décision en attendant de ressentir de la sécurité. Mais la sécurité n'arrive jamais par l'attente, elle se fabrique dans le mouvement. C'est un investissement émotionnel. Chaque petite action, aussi minime soit-elle, retire du pouvoir à l'anxiété et renforce ton muscle de confrontation. Personne ne t'apprend cela enfant, mais la seule façon de diluer la peur est de pousser le système à agir. Tu peux rester assis à repasser tout ce qui pourrait mal tourner, ou tu peux envoyer cet email, engager cette conversation inconfortable, sortir te promener même si ton corps pèse. Le changement est presque imperceptible au début, mais chaque réponse active affaiblit le cycle d'inquiétude automatique. Le piège mental le plus courant est de croire que tu dois attendre de te sentir motivé, sûr ou calme avant d'agir.
C'est là que l'anxiété gagne. Elle te convainc que l'action dépend de l'état émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bouge d'abord et observe comment l'esprit s'adapte. Ce principe n'est pas une formule magique, mais il est brutalement efficace. Si tu cèdes, la dette envers l'anxiété grandit. Si tu agis, même maladroitement, la dette commence à se rembourser d'elle-même. Il ne s'agit pas de réaliser de grandes prouesses, mais de fracturer le mécanisme de la procrastination. Fais le minimum, mais fais-le maintenant. L'esprit peut spéculer éternellement, mais le corps ne connaît que le présent. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la pensée circulaire, tu récupères une portion de contrôle. Agir est la seule véritable issue. Ne laisse pas à l'anxiété le luxe d'avoir le dernier mot. Décide de bouger, même si c'est contre ton gré. La peur se nourrit de l'attente. La sérénité se construit dans le mouvement. Si tu veux dissoudre l'anxiété, fais de l'action ton refuge le plus solide. Ne négocie pas avec la stagnation. Paye la dette émotionnelle par des actes, pas par des tours mentaux. La liberté n'est jamais dans l'attente. Elle commence toujours par le premier pas. 8. Construisez des rituels qui renforcent votre clarté. Je vais dire quelque chose qui n'est pas souvent admis. La plupart de vos journées ne s'effondrent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause d'une accumulation de petites négligences internes. Je le vois en moi, et si vous êtes honnête, vous le verrez en vous aussi. Vous ouvrez les yeux, et vous traînez déjà la gueule de bois mentale d'hier. Les mots que vous n'avez pas dit, l'alerte invisible du téléphone, la sensation d'être en retard avant même de commencer. Vous vous préparez un café, mais vous ne savourez même pas la première gorgée, parce que votre tête est déjà en train de faire des listes, anticipant des échecs, passant en revue des comptes à régler. Votre attention est fragmentée, sautant comme une aiguille détraquée entre les stimuli, et même si votre corps bouge, la clarté est un luxe qui semble ne pas vous appartenir. Ce n'est pas que vous manquiez de volonté, c'est que vous avez transformé la dispersion en votre état de base. Chaque matin, l'esprit s'installe en mode automatique. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà midi, et vous n'avez même pas décidé quelle version de vous va piloter le reste de la journée. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette brume mentale ne se dissipe pas d'elle-même. Ce n'est pas une question de chance, ni de génétique, ni d'attendre qu'un jour vous vous réveilliez l'esprit clair et la motivation intacte. Le chaos intérieur se combat avec de la structure, et c'est ici que les rituels entrent en jeu. Je ne parle pas de formules magiques ni de copier des routines d'autres dans des livres de développement personnel, mais de la construction délibérée d'ancrage personnel, de petites pratiques qui vous obligent à prendre le contrôle dès le premier instant. Je parle de détails concrets. Laissez le téléphone loin du lit pour ne pas commencer la journée en mode réactif. S'asseoir 5 minutes en silence pour respirer profondément avant de regarder n'importe quel écran. Écrire dans un carnet 2 lignes sur ce que vous voulez soutenir aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Chaque geste est une déclaration. Aujourd'hui, je ne laisse pas mon esprit à la dérive. Le corps le ressent. Lorsque vous prenez cet espace, même minime, la tension dans les épaules baisse d'un demi-degré. La mâchoire se détend. Le pouls cesse de courir sans but. C'est presque imperceptible, mais la différence est réelle. Les rituels fonctionnent parce qu'ils envoient un signal clair au système. Ici, c'est moi qui commande, pas les impulsions, pas les notifications, pas l'anxiété héritée. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite spirituelle, ni de vous lever à 5 heures du matin. Vous avez besoin d'un espace, même bref, où l'intention prend le dessus sur l'habitude. C'est inconfortable au début, parce que votre esprit va se battre pour revenir au pilote automatique. Mais chaque jour où vous maintenez le rituel, même maladroitement, vous renforcez le muscle de la clarté. Ne sous-estimez pas le pouvoir du minimum répété. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de répétition pour changer de forme. Si vous commencez la journée en contrôle, même si ce n'est que pendant 10 minutes, vous n'êtes plus une victime de la dispersion des autres. Vous êtes l'architecte de votre présence. La clarté n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une discipline qui se construit comme un mur de briques. Une chaque matin, sans excuse. Le monde peut être en chaos, mais vous décidez d'où vous vous reliez à ce chaos. Ritualisez la clarté, et le reste commence à s'organiser tout seul.
il y a une phrase que vous devriez retenir. Ce que vous répétez vous construit. Ne vous définissez pas par votre état mental d'aujourd'hui. Définissez-vous par le rituel que vous choisissez de maintenir chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que là, dans cet espace gagné à la sueur de votre front, se trouve la véritable différence entre vous laisser entraîner et choisir avec quelle mentalité vous allez vivre votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Lorsque tu te retires vraiment, quand il n'y a plus de mots, ni d'explications, ni même de ressentiment, l'autre le ressent comme une fracture irréversible. Il ne s'agit pas de distance physique ni de bloquer des messages, mais d'une fermeture interne, presque chirurgicale, où l'autre personne n'a plus accès à ce qui a un jour exercé son pouvoir sur toi. Ce moment où tu ne valides plus, ne justifies plus, ne te bats plus ni ne réclames, est le point où tu cesses de porter un poids qui n'était pas le tien. Le stoïcisme le souligne clairement. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, pas le comportement des autres. Et quand tu choisis le silence, non pas comme une punition mais comme une protection, la dynamique s'effondre car il n'y a plus de combustible pour le jeu émotionnel. Beaucoup de gens craignent d'être froids ou détachés, mais la réalité est que cette coupure radicale est le seul langage qui interrompt des décennies de manipulation et d'épuisement. L'absence définitive n'est pas une vengeance, c'est un acte de soin de soi. Celui qui veut vraiment retrouver sa dignité et sa paix apprend à cesser de négocier avec celui qui ne sait que cumuler des dettes émotionnelles. Personne n'est obligé de rester prévisible, ni de faciliter le retour de celui qui cherche seulement à vérifier s'il peut encore tirer tes ficelles. La seule chose que tu dois te dire est ceci: le silence ne se malinterprète jamais, il ne se ressent que. La cohérence interne, bien qu'elle fasse mal au début, est le filtre définitif qui sépare le respect de soi de la dépendance. C'est ici que commence le processus de retrouver ton centre. 1. Retire ta présence, récupère ton pouvoir. La vérité est simple et brutale. Tant que tu es présent, tu continues à perdre. Ne te trompe pas. La fantaisie que ton absence fera réfléchir l'autre si tu laisses une porte entrebâillée n'est qu'un tranquillisant mental, une excuse pour ne pas affronter la peur de lâcher prise. Si tu maintiens ton énergie autour de cette relation, même si tu t'éloignes physiquement ou te tais pendant quelques jours, tu continues à participer au même jeu. C'est comme prétendre cesser de porter un sac à dos lourd juste parce que tu le lâches une minute, mais tu ne l'abandonnes jamais complètement. Il ne te surprendra donc pas que l'autre personne continue à calculer, à attendre ta réaction et à mesurer chaque silence de ta part comme s'il faisait partie d'une négociation. La seule façon de récupérer ton pouvoir est de couper l'accès à ton monde intérieur, sans explication, sans drame, sans message ambigu qui tente de provoquer des réponses. Celui qui cherche à justifier son retrait, en réalité, cherche à être poursuivi. À quoi bon maintenir cette dette émotionnelle? Si tu cherches encore à ce que l'autre comprenne, te reconnaisse ou se repente, tu es toujours lié, et ils ont la clé. Le véritable silence n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas une distance physique, c'est cesser d'organiser tes pensées et tes journées autour de ce que ce lien attend de toi. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent le distancement avec une arme, alors qu'en réalité, la seule force réelle réside dans le détachement total, dans l'indifférence établie depuis une clarté intérieure qui n'admet pas de retour en arrière. C'est inconfortable, car ton identité s'est probablement construite autour d'être ce pilier émotionnel, celui qui soutient, celui qui résout, celui qui ne disparaît jamais complètement.
Mais cette image finit par être un masque qui n'accumule que de la frustration et te maintient dans une position de désavantage. Tu perds de l'énergie chaque fois que tu vérifies s'il y a des messages, chaque fois que tu hésites à répondre ou non, chaque fois que tu analyses si ton silence est trop dur. Chaque fois que ta paix dépend de la réaction de l'autre, tu as remis ton pouvoir. Il ne s'agit pas de faire l'indifférent, mais d'être indifférent. Le contrôle ne se récupère pas en quémandant des explications, ni en élaborant des silences stratégiques. Il se récupère quand tu cesses d'attendre, quand il n'y a plus aucune trace d'espoir de retour, quand tu acceptes que la relation telle que tu la connaissais est terminée pour toujours. Le retrait qui transforme n'est pas celui qui cherche à punir, mais celui qui ferme l'accès à ton énergie, celui qui cesse d'alimenter le cycle de dépendance et de manipulation. Si tu décides de te retirer, fais-le avec la conviction que tu n'as pas besoin d'être compris, ni pardonné, ni même regretté. Fais-le parce que ta dignité, ta sérénité et ton avenir pèsent plus que toute validation externe. Il y a ceux qui affirment vouloir la paix, mais qui restent attachés à l'attente d'une réaction, d'une excuse, d'une reconnaissance. Ce n'est pas la paix, c'est de la peur, déguisée en espoir. Si tu te justifies encore, tu attends toujours. Si tu vérifies encore ton téléphone en pensant à cette personne, tu cèdes toujours du terrain. La véritable liberté est interne et définitive. Le pouvoir revient lorsque l'accès se termine. Il n'y a pas de contrôle sans absence réelle. Ce ne sont pas de belles phrases, ce sont des vérités. Lorsque tu retires ta présence et élimines la prévisibilité, le jeu se termine, car l'autre personne n'a plus de moyens d'entrer dans ton monde. Il n'y a pas de retour en arrière, ni de rechute possible lorsque la clarté intérieure a fait le travail. Le silence soutenu et l'absence ferme ne sont pas des punitions, ce sont une déclaration d'autonomie. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et fais ce que tu sais que tu dois faire. Ici, il n'y a pas de magie, juste la décision de ne plus payer avec ton énergie pour une relation qui n'a jamais été équitable. Vas-tu continuer à donner ta dignité pour que l'autre ne soit pas gêné? Soit tu choisis de te retirer vraiment et de récupérer ta vie, soit tu continues à faire partie d'un système qui ne fonctionne que parce que tu l'alimentes. 2. Le silence intérieur désarme toute manipulation. Tu te réveilles et presque sans y penser, tu vérifies ton téléphone. Non pas parce que tu attends quelque chose de particulier, mais à cause de cette habitude automatique qui s'installe lorsque ta paix dépend d'une notification, d'un signe, de n'importe quoi qui réactive le cycle. Voici le premier piège. L'esprit entraîné à anticiper, interpréter et réagir à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Derrière cette micro-action quotidienne se cache le véritable mécanisme de la manipulation émotionnelle, l'accès constant à ton espace mental. Le silence extérieur peut sembler suffisant, mais si à l'intérieur tu continues à tourner en rond sur la même histoire, si chaque geste de ta part est une réponse anticipée aux possibles mouvements de l'autre personne, alors le contrôle ne change jamais de main. La manipulation a juste besoin d'une chose pour survivre, que tu restes disponible, même en secret. Le silence intérieur n'est pas ne pas parler, ne pas écrire, ne pas se montrer. C'est la décision de cesser d'organiser ta vie émotionnelle autour des réactions de quelqu'un d'autre. C'est le moment où tu cesses de penser des phrases que tu ne diras jamais, où tu cesses d'imaginer des scénarios dans lesquels tu es compris, recherché ou valorisé. La véritable coupure se produit lorsque l'autre n'occupe plus le centre de la salle dans ton esprit, lorsque ces mouvements cessent d'importer parce que tu as changé le point de référence. C'est là que le jeu se désarme, parce que toute manipulation se nourrit de l'attente, de l'espoir d'une réponse, de l'espace mental que tu continues à céder en silence. À l'instant où tu deviens neutre à l'intérieur, l'autre perd la carte. Il ne sait plus comment entrer, ni quelle manette toucher, parce que ton monde cesse de tourner autour de sa présence ou de son absence. Cette neutralité n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'identifier, un par un, les pensées automatiques qui te maintiennent lié. La justification, la fantaisie de rédemption, la peur d'être le méchant
en coupant l'accès. Ça fait peur, parce que cela implique d'accepter qu'il n'y a plus de dette émotionnelle à payer, ni d'explications à donner, ni d'avenir à négocier. Pourtant, là réside la force. Ton énergie est un territoire privé. Personne n'entre sans permission. Cette clarté intérieure est ce qui désarme toute tentative de te tirer à nouveau dans l'ancienne dynamique. Lorsque ton silence cesse d'être une tactique et devient une conséquence naturelle de ton changement intérieur, la manipulation se heurte à un mur invisible. Il n'y a rien à négocier, car il n'y a plus de marchandises en offre. Il n'y a pas de réaction, car l'attente a été démantelée à la racine. Le conflit intérieur le plus difficile surgit lorsque l'esprit insiste pour chercher une clôture, une justice ou une reconnaissance. Mais la réalité est simple. Toute tentative d'explication ou de justification restaure la dynamique précédente, redonne le contrôle à l'autre et rouvre la blessure. Maintenir le silence intérieur est en essence maintenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir de l'énergie en celui qui ne sait que prendre et jamais rendre. Tu t'entraînes à laisser passer l'impulsion de réagir, à ne pas chercher de signes là où tu trouvais auparavant du sens. Ici, la seule cohérence qui compte est celle que tu as avec toi-même. La neutralité est la véritable clôture. Le reste n'est que bruit qui te détourne. Lorsque ta vie mentale n'orbite plus autour de cette relation, l'autre le ressent, même sans mots. C'est l'absence totale de disponibilité qui détruit finalement toute tentative de manipulation. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, tu récupères le contrôle réel, celui de ton attention, de ton énergie et de ton avenir. 3. N'explique pas ton absence, protège ta paix. Il y a une partie de toi qui veut encore expliquer. Pas par gentillesse ni par justice, mais par un mélange de peur et de besoin de reconnaissance. Cet élan presque automatique de justifier ta distance, de laisser entendre que tu ne pars pas par caprice, que ton absence a des raisons, que tu n'es pas le méchant de l'histoire. C'est inconfortable de l'admettre, mais sous cette urgence de t'expliquer se cache le résidu le plus persistant de la dépendance émotionnelle. La peur d'être mal compris, de passer pour froid, égoïste ou celui qui n'a pas assez lutté, peut te pousser à rédiger des messages qui ne guérissent rien, qui réinstallent simplement le vieux cycle. C'est ici que l'auto-analyse devient brutalement nécessaire. Expliques-tu ton absence pour clore le chapitre ou pour laisser ouverte la porte de ta validité face à l'autre? Parce que chaque explication, chaque tentative de nuancer ton retrait n'est pas de la neutralité. C'est un investissement émotionnel déguisé, un signe que tu cherches encore un impact, une compréhension ou une réaction. La clarté apparaît quand tu vois que l'acte d'expliquer n'est plus par respect, mais par peur de perdre le contrôle narratif de l'histoire. Analyser ce mécanisme avec honnêteté est inconfortable, mais absolument nécessaire si l'objectif est de protéger ta paix. Le mécanisme est simple, l'autre, habitué à ta disponibilité et à ce que tu laisses toujours une trace, interprète toute explication comme une fissure par laquelle il peut revenir. Peu importe qu'il s'agisse d'une explication longue ou d'un message court, dans les deux cas, l'accès se réactive. Le système de contrôle et de manipulation émotionnelle se nourrit de la prévisibilité, de savoir qu'à chaque mouvement de ta part, il y aura une raison, une justification ou au moins un signe de faiblesse à exploiter. Renoncer à expliquer ton absence n'est pas de la cruauté, c'est une stratégie. C'est comprendre que la paix intérieure n'a pas besoin de témoins ni de garanties. N'explique pas ton retrait. Protège ta paix, pas ton image. C'est la ligne de démarcation entre la fermeture authentique et l'auto-illusion. Lorsque tu décides de ne pas donner d'explication, tu fais face directement au désir le plus primitif d'être compris, de bien faire les choses, de ne pas porter la culpabilité. Mais tout cela fonctionne, en réalité, comme une extension du contrôle d'autrui sur ton monde intérieur. Si l'autre personne a besoin d'une explication pour accepter ton absence, c'est qu'elle joue encore avec l'idée qu'elle peut négocier les termes de ta décision.
Et si tu lui en donnes une, même par politesse, au fond, tu continues à participer au même contrat invisible. Tu fournis des arguments et ils obtiennent accès à ton monde. La véritable issue est d'accepter que ta paix vaut plus que n'importe quelle narration, plus que n'importe quelle clôture formelle ou validation externe. L'explication est un pont qui ne sert qu'à le traverser à nouveau. L'autonomie personnelle commence lorsque tu es capable de supporter ce vide inconfortable qui reste lorsque tu te retires sans donner de version, lorsque tu supportes le poids de ne pas être compris. Et pourtant, choisis de ne pas intervenir dans ce récit. L'analyse stratégique est claire. Chaque fois que tu expliques, tu perds du terrain. Chaque fois que tu justifies, tu restaures la dynamique précédente. La protection de ta paix n'est pas une réaction, c'est une décision anticipée. Tu établis une limite et tu la maintiens, même si à l'intérieur, la tentation de clarifier, d'adoucir, d'être perçu comme juste brûle. La véritable cohérence interne se démontre dans le silence soutenu, dans l'absence d'explication, dans la capacité de tolérer le malentendu externe, parce que tu ne te définis plus en fonction de ce regard. Si l'autre se sent mal à l'aise ou t'accuse de froideur, qu'il le fasse. Ta responsabilité n'est pas de réparer la perception d'autrui, mais de garder l'espace où tu construis ta propre tranquillité. Lorsque l'accès se ferme vraiment, la dynamique se termine. Il n'y a pas de négociation possible, pas de retour en arrière, car il n'y a plus d'énergie investie dans le cycle. C'est ça, protéger ta paix, même si personne d'autre ne le comprend. L'absence ne s'explique pas et ne se négocie pas. Elle se maintient depuis la conviction, pas depuis la culpabilité. Voici le prix de la liberté intérieure, choisir ta paix, même si cela signifie renoncer à ce que l'autre comprenne. 4. Brise la prévisibilité, brise le cycle. Une horloge à pendule, oscillant dans la pénombre, marque le rythme d'une routine qui ne change pas. Chaque mouvement est prévisible, chaque son anticipé et, bien qu'à première vue cela semble inoffensif, ce va-et-vient constant soutient l'illusion que tout reste sous contrôle. C'est ainsi que fonctionne la prévisibilité dans une relation brisée. Tu es le pendule qui ne s'arrête jamais, délivrant des signaux, des réponses, des gestes que l'autre connaît déjà par cœur. Le cycle se nourrit de ces petits automatismes. Le salut qui ne manque jamais, la réaction prévisible face à un message ambigu, la pause exacte avant de répondre à une réclamation, l'explication qui arrive toujours, même si tu jures que ce sera la dernière. Chacune de ces micro-actions expose la carte interne de ta disponibilité, et tant que tu restes dans ce rythme, l'autre sait exactement où appuyer pour obtenir ce qu'il cherche. Briser le cycle implique d'abord de cesser de te mouvoir au rythme que l'autre attend. Il y a un moment concret, presque physique, où tu cesses de répondre de manière automatique. Le téléphone vibre et tes mains ne se précipitent plus sur l'écran. La pensée de clarifier ou de justifier se présente, mais tu ne la laisses pas avancer. C'est un changement qui se ressent dans le corps, le regard qui ne cherche plus des traces d'approbation, le dos qui se redresse quand tu décides de ne pas entrer dans le jeu habituel, le silence qui n'est plus une pause stratégique, mais une absence complète d'attente. L'autre perçoit cette rupture, même dans les détails les plus subtils. Une phrase qui n'arrive pas, un geste qui ne se répète pas, une absence qui ne se comble pas par des sous-entendus ni des explications. Tout à coup, la routine se brise et ce vide déroute, car il n'y a plus de point d'appui pour mesurer ta réaction. La prévisibilité est la nourriture de toute dynamique inégale. Quand tu deviens imprévisible, non pas pour jouer, mais parce que tu as cessé de tourner autour du scénario de l'autre, tout le système vacille. L'autre commence à chercher des signaux là où il y avait auparavant des certitudes, mais tu as cessé de les émettre. Il n'y a plus de schéma auquel s'accrocher, ni de promesses tacites de retour, ni de réponses qui arrivent parce que tu le faisais toujours. Tu peux sentir la tension dans l'air. L'autre tâtonne, essaie, lance des appâts à la recherche d'une réaction connue et trouve un mur de neutralité qu'il ne sait pas comment escalader. Le cycle se brise au moment où tu élimines la répétition.
C'est la ligne exacte où tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de t'entraîner à être mystérieux ni d'inventer une personnalité froide, mais d'abandonner le rôle qui t'a été assigné et que tu as toi-même renforcé avec chaque geste prévisible. La rupture se remarque dans les petites décisions quotidiennes. Tu choisis de ne pas répondre, de ne pas clarifier. Ton visage n'est plus un catalogue d'émotions attendant d'être déchiffré. L'autre, habitué à lire tes réactions comme si elles étaient des instructions, se retrouve face à une page blanche. L'incertitude commence à ronger ce contrôle qui était auparavant absolu. Il n'y a pas de pouvoir sans anticipation. Sans scénario, il n'y a pas de manipulation. C'est simple et brutal. Oui, il y aura des tentatives de te provoquer, de te ramener dans le cycle avec des questions, des accusations ou des gestes qui fonctionnaient auparavant. Le véritable défi est de maintenir l'absence de prévisibilité même lorsque l'inconfort se fait sentir. C'est un entraînement à l'autocontrôle, un muscle qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répéter le même schéma. La liberté se ressent d'abord comme un vertige, puis comme un calme. Quand tu cesses de tourner autour de ce que l'autre attend, la relation perd ce noyau invisible qui la soutenait. Le cycle se ferme pour toujours quand tu comprends que ta dignité n'a pas besoin d'être annoncée ni défendue, juste protégée dans le silence. 5. Arrêtez d'organiser votre vie autour des autres. Votre vie n'est pas une succursale des désirs des autres. C'est brutal, mais la plupart de vos journées continuent de tourner autour de ce que l'autre fait, dit ou ne fait pas. Et chaque minute que vous passez à calibrer votre humeur selon la température émotionnelle de quelqu'un d'autre, vous vous videz. Ne l'adouciez pas. Si vous organisez vos plans, vos horaires, vos émotions et même vos silences en fonction d'une autre personne, vous vous êtes effacé de la carte. Peu importe combien d'excuses vous vous inventez pour le justifier. Je fais juste preuve d'empathie. C'est par respect. Je veux éviter les conflits. Mensonge. C'est de la peur. C'est la peur de faire face à votre propre vide, de ne pas savoir quoi faire de votre temps, de découvrir que votre identité est si collée à la validation des autres que vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où vous avez décidé quelque chose sans attendre une réaction. Arrêtez de vous mentir. Chaque fois que vous reportez vos décisions en attendant l'approbation de l'autre partie, vous vous déclarez incapable de gouverner votre propre vie. Et cela se paie cher, avec de l'anxiété, de la frustration, avec un sentiment de petitesse qui s'installe et ne vous lâche pas. La dépendance émotionnelle ne se soutient pas par de grands gestes, mais par des milliers de micro-décisions quotidiennes où vous cédez votre pouvoir et vous ne le remarquez même pas. C'est ce choix invisible d'attendre une réponse avant d'avancer, d'ajuster vos mots pour éviter le mécontentement, de planifier vos journées autour de la possibilité d'une rencontre ou d'une excuse. On vous a entraîné à croire que prendre soin du lien signifie sacrifier votre centre, mais ce que vous parvenez à faire, c'est alimenter l'asymétrie. L'autre personne s'habitue à ce que tout tourne autour d'elle, et quand vous essayez enfin de mettre une limite, elle le vit comme une trahison. Mais la véritable rupture réside dans le fait de cesser de prioriser ce qu'ils attendent et de commencer à demander, sans filtre, « Que veux-je ?» peu importe si cela plaît ou dérange l'autre. Ce muscle est atrophié. C'est pourquoi il est si difficile de l'exercer. C'est pourquoi vous cherchez des excuses, vous reportez, vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment. Arrêtez de vous mentir. La dignité n'attend pas son tour. Lorsque vous cessez d'organiser votre vie autour des autres, il ne s'agit pas seulement de couper un contact ou de bloquer un numéro. Il s'agit de reprogrammer votre esprit pour cesser de demander en silence si ce que vous faites sera bien vu ou si cela provoquera une réaction. C'est un entraînement inconfortable. On a l'impression d'être nu en public, sans le refuge de cette attente constante. Mais c'est là que commence la reconstruction. Parce que personne ne va vous rendre le temps perdu, ni récompenser votre sacrifice silencieux. La seule chose que vous parvenez à faire, en étant le satellite de quelqu'un d'autre, c'est de vous perdre dans l'orbite de ses besoins. Les gens forts ne négocient pas leur centre. Les gens forts ne demandent pas la permission d'exister.
Le pas décisif est de choisir vos priorités, même si cela dérange, d'avancer même si vous ne recevez pas d'approbation, et de soutenir le regard quand on essaie de vous blâmer, de ne plus tourner autour de leur monde. Parce que oui, ils vont vous accuser d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. C'est le prix à payer pour retrouver votre autonomie. Préférez la solitude plutôt que l'esclavage émotionnel. Votre vie est à vous. Personne n'a le droit de la programmer à votre place. Vous ne retrouverez pas votre paix tant que vous continuerez à mesurer chaque pas avec la règle de leurs attentes. Il est temps de cesser d'être le personnage secondaire de votre propre histoire. Si vous ne vous choisissez pas, personne ne le fera pour vous. Arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. La seule validation dont vous avez besoin est celle que vous vous donnez lorsque, enfin, vous vous placez au centre de votre vie. 6. Maintenez la neutralité. Éliminez le jeu de pouvoir. La neutralité n'est pas une pause, c'est la frontière définitive entre le soin de soi et l'abandon de soi. Le jeu de pouvoir n'existe que si vous y participez, et chaque fois que vous choisissez d'entrer dans la danse des réactions, vous justifiez votre blessure et perpétuez votre propre épuisement. L'autre peut essayer n'importe quelle stratégie, provocation, silence, messages ambigus, mais tout s'effondre au moment où vous cessez de répondre par le désir d'influencer, de clarifier ou de vérifier que votre absence pèse. La vérité inconfortable est que, tant que vous ne lâchez pas le besoin d'avoir le dernier mot ou d'être reconnu, vous restez lié à une dynamique qui ne fait que vous consommer. Le contrôle n'a jamais été chez l'autre, il a toujours été le vôtre, mais vous le remettiez chaque fois que vous aviez besoin d'être validé. Celui qui maintient la neutralité maintient le véritable pouvoir. C'est la base. Cessez d'alimenter l'attente d'un dénouement, d'une reconnaissance, d'une justice émotionnelle qui n'arrive jamais. Au plus profond, maintenir la neutralité est une bataille silencieuse contre de vieilles habitudes mentales qui vous demandent de réagir, qui vous murmurent que rester indifférent est être cruel ou que abandonner le rôle de soignant est trahir vos propres valeurs. Cependant, ce récit ne vous garde prisonnier que de la nécessité de plaire, d'ajuster votre énergie et votre temps en fonction de comment l'autre se sente ou agisse. La peur d'être perçu comme froid, égoïste ou insensible est la dernière chaîne. Ce qui n'est pas souvent reconnu, c'est que cette prétendue empathie est en réalité un piège mental. Vous continuez à jouer parce que vous ne supportez pas le vide de ne pas importer, le poids du non-réponse, l'inconfort de couper l'accès sans donner d'explication. Mais cet inconfort n'est que le prix de votre liberté. La neutralité est le signe qu'il n'y a plus rien à négocier. Vous n'avez pas à être cruel, vous devez juste cesser d'être prévisible, d'être la ressource émotionnelle disponible, celle qui est toujours prête à soutenir ce que l'autre ne veut pas porter. Maintenir la neutralité, c'est entraîner votre esprit à ne pas s'emballer à chaque tentative de contact, à ne pas tomber dans le cycle de lire entre les lignes ou de chercher des intentions cachées. C'est une discipline interne. Détecter l'impulsion de répondre et la laisser passer, résister à la tentation d'expliquer ou d'adoucir votre absence, tolérer l'inconfort que l'autre ne comprenne pas. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de cesser d'investir dans une dette émotionnelle qui ne fait que croître et n'est jamais réglée. C'est ici que beaucoup échouent, car ils confondent neutralité avec froideur, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect radical envers soi-même. La neutralité brise le jeu car elle élimine la variable la plus importante, la réaction. Sans elle, le système s'effondre. L'autre peut insister, mais là où il trouvait auparavant un terrain fertile, il n'y a maintenant qu'une limite immuable. Lorsque vous maintenez la neutralité, vous cessez de projeter des scénarios futurs, d'attendre des réponses, d'organiser vos journées autour de ce qui pourrait se passer. Vous récupérez votre attention et votre énergie et dans cet espace apparaît une clarté brutale. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit, à justifier quoi que ce soit, à attendre quoi que ce soit. La relation perd son centre parce que vous le redonnez à vous-même. Ce qui était auparavant une lutte constante pour le contrôle se transforme en une décision ferme de ne pas participer au jeu.
Le pouvoir est dans l'absence de réaction. C'est la liberté que personne ne peut vous enlever. Et bien qu'au début cela soit difficile, avec le temps, la neutralité devient votre état naturel. Parce que ce qui vous définit désormais, ce n'est plus ce que vous faites ou ne faites pas pour l'autre, mais ce que vous choisissez de soutenir pour vous-même. 7. Ne cherche pas de clôture en dehors de toi. Tu sors du travail, tu montes dans les transports, tu ouvres le chat par habitude et tu relis la dernière conversation. Tu cherches un signe, un indice de clôture, la preuve que tout s'est terminé de manière claire ou du moins juste. Cet élan est aussi automatique que respiré. L'esprit veut une fin ordonnée, une certitude venant de l'extérieur qui lui permette d'archiver l'histoire et d'avancer. Sans t'en rendre compte, ce mécanisme te maintient attaché à l'attente que l'autre, avec un message, des excuses ou une explication, te libère du poids que tu portes encore. Mais cet espoir est le piège ultime. En pratique, chercher la clôture en dehors de soi, c'est céder le contrôle sur sa propre paix et sa narration interne. L'autre devient l'arbitre de ta tranquillité, et ton bien-être reste suspendu, accroché à une réponse qui peut ne jamais arriver, ou, si elle arrive, n'aura pas l'effet réparateur que tu imagines. Ce n'est pas une erreur naïve, c'est le résultat d'un entraînement émotionnel où tu as appris à croire que ton soulagement dépend de la validation et des mots des autres. Si tu analyses le cycle, tu verras le schéma. Tu t'accroches à l'idée du dialogue en attente, la conversation où tout s'éclaire, le retour de tout ce que tu as donné. Mais ce moment existe rarement. Ce qui se passe, c'est une succession de micro-essais, où chaque contact, chaque explication, chaque recherche de réponse ne fait que réactiver la blessure et maintenir vivante la dette émotionnelle. Le mécanisme est clair. Plus tu attends un signe de clôture de l'autre, plus tu prolonges ton propre épuisement et repousses le véritable point final. C'est comme repousser le paiement d'une dette en pensant que demain sera plus facile, alors qu'en réalité, seul l'intérêt augmente. La clôture externe est un mirage. Même si une explication arrive, elle n'apporte presque jamais un soulagement réel, car l'inconfort interne est soutenu par ta propre attente, non par l'information que tu reçois. La clôture que tu cherches à l'extérieur ne compense jamais la paix que tu as perdue à l'intérieur. C'est la première fracture de ce système. La prochaine étape dans la carte mentale est d'identifier le coût de continuer à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux te donner qu'à l'intérieur. Chaque fois que tu laisses entre les mains de l'autre le dénouement, tu renonces à ton autonomie émotionnelle. Tu deviens dépendant de variables que tu ne contrôles pas. Temps, état d'esprit, niveau d'honnêteté ou même le simple désir de l'autre de clôturer le cycle. Le résultat est que tu restes piégé dans la procrastination, tournant en rond autour de ce qui n'arrive jamais. De plus, cette recherche de clôture externe se déguise souvent en maturité ou en besoin de justice. Mais en réalité, c'est une forme raffinée d'éviter le vide, de ne pas affronter la vérité. Que la clôture authentique est une décision unipersonnelle, une coupure que tu es le seul à pouvoir exécuter, même si l'autre ne le reconnaît jamais. La clé est d'accepter que la véritable clôture est un acte de renonciation. Tu renonces à l'illusion que l'autre te doit quelque chose de plus, à la fantaisie qu'une phrase magique peut restaurer ce qui est perdu, au confort de laisser l'autre porter la responsabilité de ta paix. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Lorsque tu choisis de ne plus attendre, tu reprends le contrôle sur ta narration et tes émotions. La véritable fin est interne. Elle n'a besoin ni de témoins, ni de permission. L'énergie que tu investissais auparavant à vérifier, supposer ou anticiper revient maintenant à toi et commence à reconstruire ce que le cycle a usé. Accepter que l'autre ne sera pas celui qui te fermera la porte est inconfortable, mais libérateur. Cela t'oblige à regarder à l'intérieur et à te dire, sans fioriture, que tu ne vas plus dépenser ton énergie pour quelqu'un qui ne peut, ne veut ou ne sait pas te donner la clôture que tu mérites. Là, juste à ce point, commence la véritable reconstruction. Tu ne cherches plus d'arguments, ni d'excuses, ni de justice. Tu décides simplement, avec une nouvelle conviction, que ta paix n'est pas en négociation.
Tout le reste n'est que l'écho d'une attente qui n'a plus de pouvoir sur toi. 8. Cohérence interne avant réaction externe. Je l'admets, c'est plus difficile que ce que l'on veut reconnaître. Il y a des jours où le corps semble fonctionner en automatique, mais à l'intérieur, l'esprit est au bord du sabotage. Tu sens comment la peau se tend quand une notification apparaît, comment ta respiration change rien qu'en voyant un nom sur l'écran. De l'extérieur, tu peux sembler calme, mais à l'intérieur, tu es dans un pouls constant entre le besoin de répondre et le désir de te protéger. Le conflit est brutalement physique, une pulsation dans la gorge, un nœud dans l'estomac, les mains qui parcourent le téléphone, même si tu sais déjà que tu ne devrais pas. C'est ce que personne ne dit. L'incohérence interne se manifeste dans des détails minuscules. Dans le corps, dans cet élan de répondre quand tu sais que la seule chose que tu devrais faire est de garder le silence. Le soin de soi ne se sent pas comme un soulagement immédiat. Cela ressemble plus à une gêne aiguë, une abstinence émotionnelle qui exige une réelle force. Tu observes tes gestes et tu te découvres en train de tomber dans de vieux automatismes. Écrire un message et le supprimer, passer en revue mentalement des phrases que tu n'enverras jamais, inventer des excuses pour entrer dans le chat au cas où. Tout cela est réaction, pas cohérence. C'est agir par peur, par l'élan de ne pas perdre le contrôle externe, même si cela signifie te trahir à l'intérieur. La cohérence interne est autre chose, c'est cette décision muette qui se traduit par des gestes concrets, en laissant le téléphone face cachée, en sortant marcher quand l'anxiété serre, en regardant le plafond au milieu de la nuit, et en résistant à la tentation de chercher des signes. C'est la discipline de te maintenir lorsque l'esprit crie qu'une action rapide calmerait le vide, mais tu sais que ce soulagement est un piège qui te ramène au point de départ. La cohérence est inconfortable, la réaction est addictive. C'est la ligne qui sépare celui qui se libère de celui qui répète. Dans le quotidien, la bataille se livre dans des détails que personne ne voit. Le silence n'est pas seulement se taire, c'est maintenir un geste neutre quand quelqu'un essaie de te provoquer. C'est ne pas altérer ta routine, même si l'autre cherche à te déstabiliser par des absences ou des messages ambigus. C'est s'asseoir devant une tasse de café. Et, même si l'esprit insiste à tourner autour du vide laissé par l'autre personne, t'obliger à maintenir le regard sur ton propre présent. La cohérence interne est une résistance pratique. Tu t'entraînes à ne pas chercher d'arguments, à ne pas te justifier, à tolérer le malaise qui reste lorsque tu décides de ne pas donner d'explication. C'est le muscle invisible qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de la réaction. Là où il y a cohérence, il n'y a pas d'accès extérieur. Cette phrase, bien que gênante, est la boussole au milieu de l'abstinence émotionnelle. La réaction cherche à contrôler l'extérieur, la cohérence protège l'intérieur. L'autre peut insister, tâter, apparaître avec des réclamations ou des promesses. La véritable rupture se produit lorsque tes actions ne se modifient pas, lorsque ta présence et ton énergie restent au centre, sans se détourner en fonction des attentes de l'autre. Ici, on voit qui a vraiment coupé le cycle. Il n'y a plus de gestes cherchant à être interprétés, ni de silence stratégique attendant d'être brisé. Il ne reste que la décision ferme de ne pas organiser ta paix autour de ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est une scène silencieuse, presque invisible de l'extérieur, mais puissante. Tes mains immobiles, le dos droit, le regard qui ne cherche plus le reflet chez l'autre, mais dans ton propre axe. Au final, la cohérence interne est la seule garantie que le retrait est réel et définitif. Peu importe la pression que tu reçois pour réagir, si tes actions et ton état mental restent alignés, l'accès se ferme et la dynamique